Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du travail des sauteurs du cadre noir. Alors pour ça, je reçois deux personnes. Je reçois Marine Leblanc. Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Alors Marine, tu es chercheuse postdoctorale sur les interactions homme-animal, principalement chiens et chevaux. D'ailleurs, tu travailles actuellement dans une équipe de recherche à Genève, plutôt sur le chien, je crois. Exactement. Et je reçois Gildas Flavand. Donc Gildas, tu es écuyer au cadre noir. Bonjour Gildas. Bonjour Laurent. Donc écuyer au cadre noir et tu es maître de manège pour les sauteurs. Oui, tout à fait. Donc un sujet que tu connais particulièrement bien. Donc Gildas, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sauteur ? Alors un sauteur au cadre noir du 21e siècle, c'était un cheval avec lequel on va présenter les 3 sauts d'école. Alors quels sont ces 3 sauts d'école ? Les 3 sauts d'école sont la courbette, où le cheval effectue un cabré stylisé, les antérieurs bien troussés, en équilibre, en gardant une certaine rondeur dans sa ligne du dessus. La croupade, où le cheval allège son arrière-main et détache une ruade assez violente, et en détachant ses postérieurs. Et la cabriole que nous avons conservée de l'école de Versailles, qui imite le saut du cabri en fait, et le cheval s'élève en l'air et détache sa croupe quand il est au point le plus haut. Alors ça, ce sont des sauts qui sont ou montés ou non montés. Voilà, donc l'apprentissage se fait à la main et ensuite on peut faire ça monter sur le dos des chevaux. Alors d'où viennent ces sauts ? Quelle est leur histoire ? Alors ces sauts, ils viennent de l'école de Versailles. Certains écuyers de Versailles étaient partis en Italie pour apprendre les sauts d'école qui étaient pratiqués en Italie et les ont ramenés à Versailles. Donc ça se faisait dans la cour du roi, dans les carousels où ils présentaient ces sauts d'école. Mais ils étaient différents. Ils étaient au nombre de 5. Il y avait la courbette, qui n'est pas la courbette d'aujourd'hui, la pesade, la groupade, la ballotade et la cabriole. Alors on a un petit peu simplifié les choses a priori. Donc, mais quel type de chevaux va-t-on utiliser pour faire ces sauteurs ? Alors, concernant le type de chevaux utilisés, au niveau des achats de chevaux, nous recherchons des chevaux de type du cheval de saut d'obstacle. Donc des chevaux qui sautent bien des barres de couleur, en liberté, qui ont de la force, qui sont porteurs, qui ont du sang et de la souplesse. Mais vous ne prenez pas de juments, je crois. On évite les juments parce que, comme les sauts sont pratiqués de manière collective et les chevaux sont très proches les uns des autres, c'est plus pour une raison comportementale que pour une raison d'aptitude physique. Parce que les juments sont aussi capables que les Oui, les on a hongres, peu de les dimorphisme entiers sexuel dans notre espèce, ouais. Voilà. Là, on va pas rentrer dans le détail encore maintenant, mais le travail des écuyers s'effectue comment ? Quels sont les points clés ? Alors, le travail des écuyers, pour former un cheval, c'est d'abord, dans les jeunes années du cheval, c'est le même travail qu'un cheval de dressage, en respectant l'échelle de progression, qui a été adoptée par la Fédération française d'équitation en 2009, je crois, avec les 6 étapes de l'échelle de progression. Donc, la première étape, c'est la correction des allures. La deuxième étape, c'est la souplesse et la décontraction. La troisième étape, la qualité du contact. La quatrième étape, c'est la propulsion. La cinquième étape, la rectitude, qui englobe également les pas de côté, l'épaule en dedans, la tête au mur, les appuyés. Et la dernière étape, le rassembler. Donc Gildas, tu peux nous détailler un petit peu ta méthode d'entraînement des jeunes chevaux ? Une fois que le travail monté s'approche d'un travail un petit peu plus abouti, on va pouvoir commencer à travailler les chevaux à la main. Donc d'abord, toujours dans un espace clos, au mur, manège fermé. On va essayer de faire des transitions avec le cheval, à main gauche
à main droite, du pas vers le trot, du trot vers le pas, du trot vers l'arrêt, de l'arrêt vers le trot. Faire attention à bien se trouver à la hauteur du quartier de selle du cheval. D'abord, ça va se faire les deux rênes dans une main, les mains sous la barbe, et puis ensuite, on va rapidement prendre une rêne dans chaque main. La rêne extérieure qui va être propulsive, impulsive, en combinaison avec la cravache qui va remplacer les jambes, et la rêne intérieure qui va s'occuper de l'équilibre et du ralentissement de l'allure. Et là, le cheval à quel âge quand on Et là, fait ça? le cheval a à peu près 5 ans et demi. Ensuite, une fois que ces transitions montantes et descendantes vont être assimilées par le cheval, on va commencer à lui déplacer les hanches autour des épaules, puis les épaules autour des hanches, en restant à la même main, donc soit à main gauche, soit à main droite, et lui apprendre à pousser les hanches avec la cravache en agissant sur la cuisse, et puis en mettant la cravache sous le ventre à l'endroit d'une jambe isolée, on va faire venir les hanches également, jusqu'à pouvoir arriver à faire un petit appui à gauche, un petit appui à droite, et des petits contre-changements de main dans le manège. Voilà, une fois que ça va être assimilé, eh bien, on va pouvoir revenir au mur et puis commencer le travail de l'apprentissage de la mobilisation, qui est une sorte de piafé. Donc, cette sorte de piafé, ça va s'obtenir de 3 façons différentes. Soit on va passer de la tête au mur à l'épaule en dedans, et quand le cheval va passer de la tête au mur à l'épaule en dedans, on va activer un petit peu plus avec la cravache le postérieur et le cheval va se mettre à diagonaliser. Soit on va faire des transitions du reculé, départ au trot, reculé, départ au trot, reculé, départ au trot, jusqu'à ce que le cheval se mette à diagonaliser. Soit on va mettre une aide, donc en l'occurrence souvent moi, derrière le cheval, et avec l'écuyer qui est à la tête du cheval, et puis moi je vais me mettre avec un fouet d'attelage derrière, et puis je vais gentiment activer le cheval sur les postérieurs. Ouais, quand tu parles de la cravache, du fouet, ce sont des contacts très légers, hein, c'est ça? C'est très léger. C'est très léger, ça sert vraiment à donner des indications au cheval C'est ça. ou à l'encourager, mais c'est pas du tout une sanction. D'accord. Et une fois que cette mobilisation va être assimilée par le cheval, il va falloir arriver à la faire soit dans un équilibre très sur les hanches pour commencer le travail de la courbette, soit dans un équilibre très sur les épaules, donc une nuque plutôt basse et un contact agréable et léger dans la main du cavalier. Et puis ensuite, donc on va en général commencer par la croupade. Donc la croupade, on va tapoter sur la croupe du cheval avec la cravache jusqu'à ce qu'il y ait une réaction, que la croupe se lève. On va caresser, donner un sucre et puis continuer jusqu'à ce que le cheval lève de plus en plus haut la croupe et puis finisse par détacher les postérieurs. Tout ça avec du renforcement positif. Tout ça avec du renforcement positif. La courbette, ça va être exactement le même principe. Donc on va mettre le cheval dans une mobilisation très sur les hanches et puis on va tapoter sur l'encolure juste devant le garrot avec la cravache. Et à un moment, il va en avoir marre, même si c'est pas fort et ça va juste le gêner et il va se mettre un petit peu debout. Et là, on va caresser, donner un sucre. Et pour les chevaux les plus doués, ça peut durer juste une longueur de manège et avoir un cheval à la verticale au bout du manège. Et des chevaux un petit peu moins doués, ça va prendre quelques séances. Alors, tu leur apprends aussi le terre-à-terre. C'est quoi le terre-à-terre? Voilà, donc le terre-à-terre, en fait, c'est une sorte de galop à 2 temps qui va préparer au saut, au dernier saut qu'on va faire, c'est la cabriole. Donc le terre-à-terre, la cravache pour cela, elle va souvent agir de manière verticale au passage de sangle. Donc ça va pas toucher le cheval, ça va battre un petit peu la mesure au passage de sangle et le cheval va ainsi élever un petit peu plus ses antérieurs. Et donc ça va être combiné avec une action relevante de la main, plutôt sur l'arène intérieure, et le cheval va en général assez rapidement comprendre qu'il faut qu'il rebondisse avec ses antérieurs tout en continuant à sauter avec ses postérieurs. Donc une fois que ce terre-à-terre est parfait, donc parfait, c'est commencer à pouvoir avoir du terre-à-terre sans utiliser la cravache, juste avec l'appel de langue à 2 temps, qui va être comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on a ce terre-à-terre sans la cravache, on va pouvoir commencer à demander la cabriole. Donc mettre le cheval dans un équilibre un peu plus sur les hanches et puis demander la cabriole. Alors la cabriole, en fait, on va demander avec la cravache comme pour la courbette et ensuite on va venir rapidement poser la cravache sur la cuisse du cheval de manière à ce qu'il puisse détacher une fois qu'il a compris le fait de sauter dans son corps.
Et après, une fois que cette cabriole, elle est intégrée, elle n'est pas parfaite, mais elle est intégrée, on va revenir parfaire le terre-à-terre, c'est-à-dire qu'on va faire des transitions en allant un petit peu plus vers l'avant, un peu plus lentement, un peu plus vers l'avant, que ce soit très facile, qu'on puisse être quasiment sur place dans le terre-à-terre, et c'est ensuite ce qui va nous donner des cabrioles très réussies et très hautes. La fréquence des entraînements? La fréquence des entraînements, en général, c'est 2 fois par semaine, entrecoupés de jours de repos. C'est à peu près comme le travail à l'obstacle ou les efforts qu'on demande à un cheval de complet. C'est en général un effort tous les 3 jours. Donc là, c'est pareil pour les sauts d'école. Et en gala, donc ça, c'est des présentations qui se font en soliste ou en collectif? Alors, en gala, nous avons les 2 sortes de présentations. Nous avons des présentations un petit peu pédagogiques de manière soliste, où on explique aux gens ce que c'est qu'une courbette, ce que c'est qu'une croupade, ce que c'est qu'une cabriole, en leur montrant en même temps. Et ensuite, l'idée, c'est de présenter tous ces sauts de manière collective, que ce soit à la main, donc à pied, où on a une reprise en fait à la main sur un tracé spécifique où nous avons 6 sauteurs. Et c'est le fait d'avoir tous ces mouvements ensemble qui est joli et qui est également compliqué à réaliser. Et nous avons la reprise des sauteurs en liberté, où là on a entre 8 et 12 sauteurs qui se produisent de manière collective. Voilà, et on essaye d'avoir tous ces mouvements ensemble, et des jolis mouvements et ensemble. Très bien. Alors, quels sont les équipements qui sont régulièrement utilisés dans le cadre de ces activités des sauteurs? Alors, en général, jusqu'au milieu de l'année de 5 ans, voire la fin de l'année de 5 ans, le cheval est monté en filet et dressé en filet, comme un jeune cheval de dressage. Ensuite, il va falloir qu'il s'habitue à la bride vers la fin de l'année de 5 ans, parce que pour l'apprentissage du travail à la main, ça va être plus pratique et plus précis. Et ensuite, quand le cheval maîtrise les sauts d'école à la main et qu'on va le monter, on va lui mettre la selle à piquer sur le dos. Ouais, la fameuse selle à piquer. La fameuse selle à piquer. Ce nom de selle à piquer? Donc, cette selle à piquer, en fait, c'était une selle qui servait dans les tournois à piquer de la lance. Les chevaliers s'affrontaient dans cette selle à piquer. On a gardé cette selle assez profonde. Une selle assez profonde avec une batte avant, une batte arrière pour maintenir le cavalier en selle, et elle a la particularité de ne pas avoir d'étrier. Oui, tout à fait. Donc il faut quand même une assez bonne assiette. Les queues sont nattées et attachées? Les queues sont nattées et attachées. Alors c'est juste pour ne pas se faire fouetter par la queue du cheval lors d'une croupade ou une cabriole. Et pas de fer postérieur. Et pas de fer au postérieur, pardon. Ouais. Alors, il est évident que ces activités-là, qui sont des activités historiques, tiennent évidemment compte du bien-être du cheval aujourd'hui. C'est une préoccupation importante pour vous, écuyer? Oui. Le bien-être du cheval, déjà, dans son logement, on essaye de... Il y a 40 ans, les chevaux étaient en stall. Maintenant, ils sont en box. Maintenant, on a construit des paddocks à l'IFCE et on est en train de faire évoluer l'établissement en essayant d'avoir des paddocks plutôt individuels pour les chevaux à la sortie de leur box. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a certaines activités que vous ne pratiquez plus pour ces raisons-là également. Voilà, alors le bien-être animal ne s'arrête pas à leurs conditions de logement, mais la manière de les traiter, de parfaire leur dressage, leur formation. Et il y a des méthodes telles que les piliers fixes qui ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui. Absolument. Alors c'est un petit peu dommage parce que nous perdons le savoir-faire, mais il y a encore quelques ouvrages qui traitent de ce savoir-faire qui est assez spécifique. Mais c'est abandonné pour des raisons de bien-être. C'est abandonné pour des raisons de bien-être animal. Alors Marine, on va parler maintenant de ta première étude. Tu as travaillé avec quel collaborateur, quel laboratoire? Alors, dans le cadre de ma thèse, donc j'ai travaillé avec le laboratoire Motricité, Interaction, Performance, donc à l'UFR Staps de Nantes Université, et j'étais co-encadrée par Jacques Saury et Benoît Huette.
Et d'ailleurs, dans ma collaboration avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, j'ai aussi travaillé avec le plateau technique pour prendre des mesures de tension de rêne, notamment avec Sophie Bio et Elena Pissic. Alors, cette première étude, elle porte justement sur le contact, dans le cadre du travail à la main et de l'entraînement de ces sauteurs, contact que Gildas a abordé tout à l'heure. Donc, tu peux un peu nous détailler ce qu'a été ta démarche dans cette étude ? Oui, alors déjà, donc j'ai travaillé avec Gildas Flamand et Vincent Potier, donc les 2 experts du travail à la main des chevaux sauteurs. Et en fait, pour aborder cette première étude, je me suis posé la question de quels étaient les processus qui permettent à l'écuyer et au cheval de se comprendre et de se coordonner en fait pour arriver à des performances complexes comme les sauts d'école. Et en fait, ce qui est apparu dans mes premières enquêtes de terrain, c'est que le contact, qui est classiquement entendu dans la culture technique équestre comme la relation entre la main de l'écuyer ou du cavalier et la bouche du cheval via les rênes, était un peu le noyau en fait de leurs compétences, mais c'était aussi quelque chose qui était difficile pour les écuyers à transmettre aux écuyers en formation. Et du coup, ce que j'ai un petit peu observé, c'est que le contact, déjà, on peut pas le réduire à la relation entre la main de l'écuyer et la bouche du cheval. C'est quelque chose qui est global parce que il donne accès à des dimensions de l'activité du cheval comme l'équilibre, la cadence, l'impulsion, qui permettent en fait à l'écuyer de déterminer la qualité de l'interaction avec le cheval. Si il a des sensations négatives, ça passe par le contact. S'il a des sensations positives, ça passe aussi par le contact. Par exemple, quand le cheval est bien, j'avais des écuyers qui me disaient là j'ai un contact vibrant, j'ai un contact franchi, et donc ça traduit pour eux une légèreté, une présence du cheval qui veut dire qu'il y a une bonne impulsion, un bon équilibre et que c'est le bon moment aussi pour demander le saut. Alors Gildas, ce contact, Marine a parlé de la gestion de l'impulsion, de l'équilibre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors le contact, c'est vraiment la résultante de l'impulsion, de la flexibilité des ressorts du cheval, donc de ses postérieurs, de ses hanches, de son équilibre, qui va se retentir dans la main de l'écuyer. Et quand le contact est agréable, moelleux et que le cheval est dans une bonne attitude, en général, le saut est proche de la perfection. Ouais, donc c'est vraiment un élément essentiel de cette technique. Marine, tu as défini une notion dont je voudrais que tu nous parles, qui s'appelle l'empathie sensorimotrice. Oui, l'empathie sensorimotrice. Donc en fait, ce que j'ai montré dans le cadre de ma recherche, c'est que le contact, c'est la manifestation de cette empathie sensorimotrice. Et donc l'empathie sensorimotrice, c'est une notion qu'a définie en premier Cheméreau, qui est un philosophe, dans les interactions humain-humain ou humain-outil. Et en fait, il cherchait à définir le sentiment de connexion qui émerge des fois quand, par exemple, on danse avec quelqu'un et qu'on se coordonne avec ses mouvements, etc. On s'ajuste mutuellement de façon un peu intuitive, implicite, etc. Et donc, c'est cette notion d'empathie sensorimotrice. Et du coup, moi, j'ai essayé de l'appliquer aux interactions homme-cheval, donc entre l'écuyer et le cheval. Et ce que j'ai montré, caractérisé, c'est que cette empathie sensorimotrice, elle permet à l'écuyer de s'ajuster de façon dynamique au cheval à chaque instant, en anticipant les réactions du cheval, ce qui lui permet d'agir au bon moment et de manière adéquate. Et donc cette empathie sensorimotrice, elle se caractérise aussi à travers la disposition de l'écuyer à être conscient de son propre corps, donc de ses sensations corporelles, pour être connecté au corps du cheval. Et donc c'est grâce au fait d'être vraiment conscient de toutes ces sensations corporelles qu'il va pouvoir comprendre le cheval aussi par le corps. Ouais, quand tu parles d'empathie, ça veut dire que l'écuyer, quelque part, va essayer de ressentir ce que le cheval éprouve lui-même, c'est ça ? Exactement. Et donc, dans cet aspect sensorimotrice, on va, quelque part, il y a une fonction sensorielle, il y a une fonction de motricité que l'écuyer va ressentir et en même temps transmettre au cheval. Voilà. Et donc, chez le cheval, j'ai aussi caractérisé cette disposition qui se construit, en fait, au fil du temps avec l'écuyer et qui, finalement, se traduit chez lui par la compréhension des intentions et des attentes de l'écuyer et finalement, le fait qu'il se mette dans les bonnes dispositions pour répondre à la demande de l'écuyer. Et donc, tout ça, ça prend du temps et c'est un processus qui est dynamique, c'est-à-dire que le maintenir un bon contact, par exemple, avec le cheval, c'est pas stable, c'est des ajustements fins à chaque instant.
Gildas, ça te parle, cette empathie sensorimotrice ? Ouais, alors je n'utilisais pas ces termes-là parce que je ne les connaissais pas avant de travailler avec Marine, mais la relation avec le cheval et le questionnement dans lequel on est en permanence, ça c'est vraiment le cœur du métier. Ne pas s'arrêter à ce qu'on sait faire, et puis ça doit être fait comme ci ou comme ça, mais toujours s'adapter au cheval, la façon dont il va comprendre ou ne pas comprendre nos interventions. Donc il faut sans arrêt se remettre en question et puis et se poser les bonnes questions, savoir s'il a bien compris, s'il est capable de le faire physiquement ou pas. Et s'il n'a pas compris, trouver une autre façon de lui faire comprendre, de manière à ce que le cheval ait un apprentissage positif et qu'il vienne toujours au manège avec le sourire et qu'il reparte avec le sourire. La notion de bien-être, là encore. Oui, toujours. Et tu vas t'intéresser aussi à la personnalité du cheval quand tu fais ça ? Oui. Bah ça, on la capte en général assez vite, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont timides, des chevaux qui ont peur de mal faire, des chevaux qui sont un petit peu bagarreurs. Quand ils comprennent pas, ils se fâchent tout de suite. Donc ceux-là, il va falloir trouver une façon un peu plus douce de leur faire comprendre ce qu'on veut d'eux, ce qu'on attend d'eux. Il y a des chevaux qui sont souples, d'autres qui sont moins souples. Enfin, il faut toujours composer avec et leur état psychologique et leur capacité physique. Ouais, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, pour procéder à cette première étude, Marine, tu as développé une méthode à partir de la vidéo, je crois ? Oui, exactement. Ça consistait à assister aux entraînements donc des sauteurs et donc filmer en fait ces entraînements-là. Donc, je filmais Gildas et Vincent qui travaillaient soit avec leurs chevaux à eux, soit en situation de former des écuyers en formation au travail à la main. Et au travail monté d'ailleurs, mais en tout cas le travail des sauts d'école. Et ensuite, donc une fois que j'avais la vidéo de la séance, je confrontais l'écuyer à la vidéo de sa séance, donc dans ce qu'on appelle un entretien d'autoconfrontation, qui visait à remettre l'écuyer en situation et puis lui essayer de reconstruire en fait son expérience en lui demandant ce qu'il faisait à chaque instant, ce qu'il percevait, ce qu'il ressentait. Et ça m'a amené du coup à mieux comprendre son vécu de la situation. Absolument, ouais. Et toi, tu l'as vécu comment, Gildas, cette première étude ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta pratique ? Oui, alors dans ma pratique, oui, peut-être un petit peu. Dans ma façon d'enseigner et de transmettre les choses aux jeunes écuyers, ou moins jeunes d'ailleurs, oui, ça a été quand même bénéfique parce que, par exemple, avec un jeune écuyer, on a fait des autoconfrontations et en fait, je me suis rendu compte que je lui donnais beaucoup trop de consignes quand je le faisais travailler. Une consigne, puis une consigne, puis une consigne, puis une consigne. Et en fait, l'écuyer, au bout de 2 ou 3 consignes, il saturait et il n'arrivait plus à prendre en compte toutes les consignes. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait donner 1, 2 ou 3 consignes maximum et ensuite laisser faire. Et alors, là, on est dans la formalisation de l'apprentissage. Il y a un projet d'ouvrage, je crois, sur le sujet sur lequel tu as travaillé. Alors, l'écuyer en chef m'a demandé, il y a 2 ans, de réaliser un ouvrage sur la formation des sauteurs. En fait, moi, je pense que c'est vraiment bien de faire ça parce que quand j'ai fait des recherches, quand j'ai commencé cet ouvrage, j'ai voulu voir ce qui avait déjà été fait. Et en fait, à part l'ouvrage qui avait été fait par l'écuyer Jean-Louis Guns et puis l'écuyer Jean-Claude Barry, il n'y avait pas grand-chose avant, à part quelques notes de service laissées par les écuyers en chef qui se sont succédés. Donc je pense que, ne serait-ce que pour avoir un point de situation en 2026, voilà, c'est comme ça qu'on dresse un sauteur. Ça, c'est important de le faire. C'est effectivement important d'avoir ce support de transmission. Marine, je voudrais qu'on parle maintenant de la deuxième étude que tu as menée. Alors là, celle-là, elle porte plus sur la construction de l'empathie sensorielle, justement, au sein d'un couple, un couple homme-cheval. Alors, il y a un couple que tu as étudié en particulier, puisque Gildas a un cheval
une certaine personnalité d'ailleurs. Gildas, tu peux nous en parler de Télios d'Hugo? Ah oui, Télios d'Hugo. Donc, si on peut donner les origines du cheval, sa génétique. Donc, le père, c'est Elf de Benneville. C'est un fils de Papillon Rouge. Donc, ce sont des chevaux avec un gros caractère. Et Papillon Rouge a transmis ce gros caractère à tous ses fils et filles. Donc, Télios. Et derrière, c'était un anglo de complément. Le Folker du Lac. Et donc, Télios, il était très doué. C'est le premier cheval que j'ai monté qui était complètement symétrique. Il était exactement pareil à main gauche, à main droite, aussi à l'aise dans les déplacements de côté à droite qu'à gauche. En revanche, il avait un caractère très prononcé. Donc, il a fallu beaucoup composer avec lui pour lui faire comprendre ce que je voulais et lui faire adhérer à notre collaboration. Alors, c'est intéressant dans ce que développe Gildas, Marine, parce que ton étude, elle se passe à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, hein, et donc tu as tenu compte de l'histoire de la relation, justement. Voilà, exactement. Du coup, j'ai commencé par étudier l'histoire de la relation entre Gildas et Télios, et c'est vrai que ce que dit Gildas, ça rentre en résonance avec le processus à l'œuvre, en fait, dans la construction de l'empathie sensorimotrice, qui est, en fait, le processus d'appropriation mutuelle, c'est-à-dire essayer de trouver la bonne manière de travailler avec ce cheval-là, qui a un caractère assez particulier. Et puis pour le cheval, d'essayer de s'approprier les codes aussi de l'écuyer en lien avec la pratique culturelle partagée, qui sont les sauts d'école. Donc cette première étape, elle m'a permis de comprendre comment, finalement, cette compréhension mutuelle, cette confiance mutuelle nécessaire à l'émergence, en fait, d'un bon contact et d'un bon saut s'est déroulée, en fait, sur le temps long. Et comment les codes de communication partagés se sont construits au fil du temps. Alors ensuite, tu t'es intéressé plutôt à l'échelle d'une séance pour décortiquer un petit peu cette relation. Voilà, et du coup, donc à l'échelle de la séance, je me suis intéressée aux ajustements fins entre l'écuyer et le cheval. Et puis, j'ai notamment montré qu'en fait, au cours de la séance, il y avait des moments de convergence entre l'écuyer et le cheval, et puis aussi des moments où ils étaient un peu moins d'accord, mais ces moments de divergence, ils participaient à l'émergence du moment, notamment pour la cabriole, qui arrivait en général à la fin de la séance. Et en fait, c'était une alternance entre mettre le cheval un peu sous tension musculaire pour le saut. Et du coup, fallait jongler avec ça, avec le caractère du cheval qui était pas évident, quoi. Et après, tu es allé à l'échelle du saut lui-même. Et voilà, et après, l'échelle du saut, donc là, pour comprendre ce qui était significatif, à la fois pour Gildas et pour Télios, à l'instant T du saut. Et par exemple, ce qui était significatif pour Gildas, quelques secondes avant la demande de la cabriole, c'était justement la sensation d'un contact vibrant, c'est-à-dire sentir que voilà, le cheval, c'est léger, mais il y a de la présence, donc il sent quand même qu'il y a beaucoup d'activité, mais que c'est très très léger dans la main. Et du coup, ça traduit pour lui le bon moment pour demander la cabriole. C'est quoi un contact vibrant, Gildas ? Je sais pas trop. C'est vraiment du ressenti. En fait, pour la cabriole, il faut que le cheval soit vraiment bien fléchi sur ses postérieurs. Et comme en fait on la demande à partir du terre-à-terre, il faut que le terre-à-terre soit très rythmé, que le cheval soit fléchi, mais que ça dure pas trop longtemps au niveau de cette préparation, parce que sinon il va s'étouffer. Comme il va porter les 3/4 de son poids sur ses postérieurs, ça peut pas durer plus de 3 secondes. Donc il faut que l'équilibre soit parfait. Et le contact vibrant, oui, il faut que le cheval ait envie de continuer à avancer tout en respectant cette main qu'il garde en équilibre pour pouvoir lui demander la cabriole. Et là, c'est quelque chose de très fin où tu sens vraiment l'instant où tu peux déclencher. Ouais, mais c'est vraiment... Je suis pas du tout dans la réflexion lors de ce travail. Je suis complètement en connexion avec le cheval et son état d'esprit, son équilibre est plus que... C'est ça, Marine, l'empathie sensorimotrice, Oui. C'est ce que ressent Gildas, là, qui finalement est un peu instinctif pour lui. C'est ça, exactement. Et puis là, il vient de le dire, c'est le fait d'être connecté à ses sensations corporelles pour être connecté au corps du cheval. Et donc, quand on dit ça, là, forcément, on fait un peu de théorie, etc. Mais dans l'instant présent, Gildas, il est vraiment dans son corps et dans le corps du cheval, quoi. Et c'est ce qui lui permet d'être à l'écoute de quel est le bon moment, quelles sont les actions qu'il faut que je fasse pour mettre le cheval dans de bonnes conditions pour le saut, et puis quel est le bon moment pour lui demander le saut. Donc là, on a vraiment une construction de ce moment privilégié que tu as pu séquencer en allant jusqu'à l'histoire du cheval. Hein, voilà, c'est ça. et qui va permettre la perfection de ce saut, finalement.
Quelques points de discussion sur l'empathie sensorimotrice et ses interactions. Alors effectivement, l'empathie sensorimotrice, que ce soit pour Gildas ou Vincent, elle permet pas ce que j'appelle, parce que c'est la notion de François Julien, qui est un philosophe, qui parle d'efficience, c'est-à-dire en fait essayer de se concentrer sur le processus, comme je le disais juste à l'instant, le processus qui permet de réunir les conditions favorables à ce qu'on cherche à faire, en fait. Et donc là, dans la situation avec Gildas ou Vincent, c'est chercher le bon contact qui permet le saut. Par exemple, pour Vincent, c'était lui, il cherchait plutôt le contact franchi, notamment pour les courbettes avec ses chevaux. Il cherchait, un contact franchi, c'était le fait que le cheval, il sentait pareil une énergie un peu canalisée dans sa main. Et ça traduisait un engagement du bassin du cheval pour que le cheval puisse monter et descendre lentement dans la courbette et pas se faire mal. Donc ça, pour lui, c'était ce qui était significatif à ce moment-là. Et du coup, ce processus d'efficience, c'est le fait de se concentrer sur le processus qui permet l'émergence du saut plutôt que sur le saut en lui-même, quoi. Et puis, une fois qu'on a les bonnes conditions, saisir le bon moment pour demander le saut, le mouvement. Alors Marine, on va parler maintenant de la 3e étude que tu as menée. Ici, on est sur la transmission, plutôt, l'apprentissage. Et là, Gildas l'a abordé tout à l'heure, ça concerne la formation des nouveaux écuyers. Donc là, comment tu as mené cette étude ? Je me suis intéressée un petit peu dans les situations de formation. Qu'est-ce qui permettait que se développe en fait cette empathie sensorimotrice chez les écuyers en formation ? Et donc, je me suis intéressée à ce qui les aidait et aux problèmes qu'ils rencontraient, que ce soit les écuyers en formation et les écuyers formateurs, donc qui étaient Gildas et Vincent. Et donc Gildas et Vincent, par exemple, un des problèmes qu'ils avaient, c'était la transmission de ce contact qui est difficile à transmettre. Et là, j'ai une situation qui me vient, c'est Vincent qui, lors d'une situation de formation, essayait de faire sentir la différence entre un contact franchi, donc le cheval qui a la bonne impulsion, le bon équilibre, qui engage ses postérieurs, avec donc la différence avec un contact lâché qui est une sensation de légèreté aussi, mais où le cheval il est pas du tout dans un bon équilibre, dans une bonne impulsion. Et en fait, à pied, pour lui, c'était assez subtil la différence entre le contact franchi et le contact lâché dans la sensation. Et du coup, il évoquait que il y avait que en fait au moment du mouvement où on se rendait compte que le contact était pas bon, en tout cas pour les écuyers en formation. C'est difficile à transmettre, Gildas, ce contact franchi, cette nuance qu'évoque Marine ? Oui, comme c'est vraiment de la sensation, c'est compliqué. Mais on notera quand même que quand ils arrivent à bien le ressentir à cheval, c'est quand même leur métier, parce que le travail à pied, ils le découvrent en arrivant à Saumur. Quand ils le maîtrisent bien à cheval, c'est quand même plus facile à transmettre à la main. Il y a déjà une connaissance des sensations. Voilà. Et qu'est-ce qui peut aider donc ces écuyers en formation, Marine ? Tu as identifié des facteurs ? Oui, alors il y a notamment le fait que donc Gildas et Vincent avaient chacun un peu leur stratégie pour faire sentir les bonnes sensations aux écuyers en formation. Je me souviens que Gildas, peut-être que tu fais différemment maintenant, mais en tout cas à l'époque, ça t'arrivait de prendre le cheval, de le mettre dans le bon contact et puis de le redonner à l'écuyer pour que l'écuyer en formation sente qu'est-ce qu'est le bon contact et qu'est-ce qu'on cherche à avoir avant le saut. Et après, Vincent, lui, ça lui arrivait d'appuyer un mouvement en même temps que l'écuyer en formation demandait le saut. Notamment, par exemple, pour la courbette montée, l'écuyer en formation était sur le cheval et puis Vincent demandait aussi la courbette pour que le cheval soit vraiment dans les bonnes dispositions et donc fasse ce que j'ai dit tout à l'heure, monte lentement, descende lentement, et pour que l'écuyer en formation sente qu'est-ce qu'est une bonne courbette et la solidité d'une bonne courbette et la sécurité qui va avec. Oui, on a une nature assez singulière de l'apprentissage de l'empathie sensorielle. Ça amène une certaine complexité. C'est complexe parce que c'est à la fois un travail qui se fait avec l'écuyer formateur et avec le cheval qui est aussi un formateur, parce que c'est lui qui fait sentir à l'écuyer en formation les bonnes sensations.
Et après, le formateur, il est quand même indispensable dans cet apprentissage, mais c'est pas évident parce que chacun, à la fois l'écuyer expert et l'écuyer en formation, ils ont leur propre subjectivité sensorimotrice, c'est-à-dire que le formateur, il va avoir son contact, l'écuyer en formation, il va avoir son contact. Le cheval, il a l'habitude de travailler avec l'un des deux écuyers, donc c'est pas toujours facile comme ajustement, on va dire, mais tous les trois, finalement, sont indispensables pour construire cette disposition chez l'écuyer en formation. Et ça, ce sont donc les écuyers experts qui vont être l'articulation de tout ça. C'est ça, qui vont être là pour déjà au début former un peu le cheval avec l'écuyer en formation et progressivement s'effacer pour laisser l'écuyer en formation construire sa propre empathie sensorimotrice avec son cheval, quoi. Alors, on voit bien la complexité de cette sensation à transmettre. Est-ce que tu as des propositions de perspectives d'enrichissement pour la formation de ces écuyers ? Au travers de ton étude, qu'est-ce que tu as pu dégager ? Alors, ce qui est difficile, c'est que c'est un apprentissage par corps. Donc, c'est un apprentissage corporel qui mobilise une activité interprétative, opportuniste et des fois improvisationnelle aussi. Et du coup, ça demande de la pratique, beaucoup de pratique, de prendre des bonnes sensations sur différents chevaux, accompagnés par les écuyers experts. Et l'étude, en fait, elle arrivait à des perspectives de formation, d'enrichissement de la formation des écuyers en plus de leur pratique. Et il y avait notamment donc une plateforme vidéo qui permettait de faire accéder aux écuyers en formation à l'expertise des écuyers experts, donc à travers, par exemple, des bouts d'entretien d'autoconfrontation, des bouts de séance avec les chevaux, pour que, en fait, ça donne à voir comment l'écuyer expert, il arrive à construire ce contact pour arriver au saut de façon assez explicite. Et puis après, une deuxième piste, c'était de former les formateurs, donc les écuyers experts, aux entretiens d'autoconfrontation, parce qu'en fait, ces entretiens, ils permettent à la fois que l'écuyer formateur accède au monde en fait de l'écuyer en formation, c'est-à-dire comprenne quelles sont les problématiques que rencontre l'écuyer pour répondre en fait de façon un peu plus ajustée à ses besoins. Et puis, ça permet pour le participant de l'entretien, donc l'écuyer en formation, des prises de conscience. Le fait d'expliciter, de verbaliser ce qu'il est en train de faire, ça peut générer des transformations qui peuvent accélérer un petit peu l'apprentissage, dans le sens où c'est comme s'il revivait la séance une deuxième fois, mais avec les conditions qui lui permettent de vraiment à la fois se remettre dans la situation, mais développer une activité réflexive qui est intéressante. On accélère le processus de transmission. Alors, Marine, Gildas, on arrive à la fin de notre discussion, de notre entretien. Si on veut retenir un petit peu l'essentiel de notre échange, Marine, ce que tu as fait de façon générale, c'est essayer de verbaliser un savoir d'une transmission de gestes, finalement, que tu as théorisé et verbalisé. Oui, et de ce point de vue-là, la collaboration est plutôt réussie avec les écuyers, parce que nous, tout ce qu'on a fait avec les entretiens, etc., ça nous a permis de mieux comprendre l'activité des écuyers, les savoirs incarnés qui mobilisent en fait quand ils travaillent avec les chevaux. Et puis après, du côté des écuyers, je pense que ça a été bénéfique aussi. Tout à l'heure, Gildas en parlait un petit peu, le fait d'avoir des prises de conscience, d'affiner aussi la compréhension de sa propre pratique pour formaliser un peu ses savoirs. Gildas, tu as ressenti une évolution, toi, dans ta pratique, dans ta transmission ? Oui, parce que il y avait quand même certaines choses, alors pas la majorité, mais certaines choses que je faisais vraiment de manière instinctive et je n'avais pas forcément conscience de faire. Donc ça m'a permis de réfléchir un petit peu plus à la façon dont je m'y prenais et donc à la façon de transmettre. Surtout, je trouve, dans la transmission avec les écuyers, ils sont comme les chevaux, ils sont tous différents. Il y en a qui vont préférer bien comprendre pour pouvoir analyser et ensuite arriver à le faire. D'autres, ils vont avoir besoin de le ressentir plus dans leur corps. D'autres, ils vont avoir besoin de le voir faire. Ça va être plutôt visuel. C'est comme les chevaux, ils sont tous différents. Donc, le tout, c'est d'arriver à cerner l'élève qu'on a en face de nous, qu'il soit écuyer ou cheval, de manière à s'adapter à lui et lui proposer une bonne sa méthode de transmission, qui va être la plus efficace. Alors, je précise qu'il y a également dans le descriptif du podcast un certain nombre de liens, dont des vidéos qui mettent en avant cet apprentissage. Merci Gildas, merci Marine. Merci Laurent.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.